Alors, bonjour à tous. On va commencer. Il y a peut-être des gens qui vont se joindre à nous dans les prochaines minutes. Alors, bienvenue à cette table ronde intitulée La chute du Haut-Karabakh. Le 19 septembre dernier, l'Azerbaïdjan a lancé une offensive éclair sur le Haut-Karabakh. 9 jours plus tard, le 28 septembre, l'enclave séparatiste arménienne annonce qu'elle va dissoudre toutes ses institutions au 1er janvier 2024. Il y a des dizaines de milliers d'Arméniens du Haut-Karabakh qui ont fui vers l'Arménie, tandis que d'autres ont choisi de rester sur place. Et donc, pour bien comprendre tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines et pour comprendre aussi ce qui attend le Haut-Karabakh, on a invité avec nous 3 spécialistes de cette région pour nous décrypter, si on veut, ce récent tournant dans le conflit du Haut-Karabakh. Je vous les présente. Donc, à côté de moi, Guillaume Sauvé, chercheur invité au Cérium et spécialiste de la Russie. Magdalena Debinska, chercheuse au Cérium, professeure de sciences politiques à l'Université de Montréal, spécialiste aussi des États de facto. Et Bénédicte Santoire, qui est doctorante à l'Université d'Ottawa, qui connaît bien l'UDM parce qu'elle a fait sa maîtrise ici, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Mais c'est ça, sa spécialisation, l'UDM. Voilà, exactement. Mais d'ailleurs, on va commencer avec vous, Bénédicte. Rappelez-nous brièvement ce qu'est ce conflit-là, ce qui s'est passé dans les dernières semaines, mais aussi quelle est la situation humanitaire actuelle dans le Karabakh. Oui, ben, tout d'abord, merci. Merci pour l'invitation, merci pour l'introduction, Sabrina. OK, comment disons, résumer ce conflit? OK, le conflit du Haut-Karabakh, Artsakh en arménien, c'est une enclave majoritairement peuplée d'Arméniens qui se situe en Azerbaïdjan, mais qui a depuis vraiment longtemps, des décennies, est réclamée par l'Arménie. Faut peut-être mettre en contexte pour ceux et celles qui ne savent pas ou qui ne se rappellent pas. Donc, première guerre du Haut-Karabakh en 1994. Ensuite, deuxième guerre du Karabakh qui est arrivée en 2020 où l'Azerbaïdjan a repris plusieurs régions qui étaient occupées par l'Arménie. Donc, ils ont repris des villes clés vraiment importantes au sein du Karabakh comme Hadrout et Chouchi. Et l'année dernière, en septembre 2022, j'étais là d'ailleurs, donc c'était pas particulièrement plaisant. Il y a eu donc des bombardements de la part de l'Azerbaïdjan, mais là, cette fois-ci, au sein même de l'Arménie. Donc, pas au Karabakh, mais au sein même de l'Arménie. Donc, il y a vraiment beaucoup de tensions entre les deux pays depuis des décennies. C'est le plus long conflit là, dans la région post-soviétique. Et aussi, il faut comprendre que l'année dernière, en décembre 2022, il y a l'Azerbaïdjan qui a bloqué intentionnellement le corridor Lachin. Donc, c'est un corridor qui lie le Haut-Karabakh à l'Arménie. Donc, pendant 9 mois, le Haut-Karabakh a été coupé du reste du monde, littéralement étranglé, affamé. Et jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est comme un peu un topo, je dirais, de la situation. Peut-être juste quelques mots sur moi-même, comme en tant que chercheuse qui a une lecture féministe des relations internationales, de la paix, de la sécurité, qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, comme tout politologue, j'aime ça aussi lire des analyses géostratégiques, géopolitiques, militaires, mais la plupart du temps, à mon avis, la dimension humaine est souvent complètement évacuée de ces analyses-là. Puis le but n'est pas de faire une hiérarchie de la souffrance ou de dire qui souffre plus qu'un autre, mais c'est vraiment de déplacer la focale des relations internationales vers les civils, vers les communautés vulnérables, vers les individus, vraiment les humains, plutôt que les États. Et de comprendre que, par exemple, être déplacée de force en tant que femme de 90 ans, c'est pas la même chose que d'être déplacée de force en tant qu'un jeune garçon, par exemple, de 12 ans, disons. Donc, voilà. Donc, avoir une analyse féministe dans ce contexte-ci, c'est non seulement au conflit en soi, mais aussi à la route migratoire qui a été vraiment périlleuse, puis le déplacement forcé des Arméniens. Donc, et de plusieurs personnes. Hein? On parlait de chiffres un peu avant que la conférence commence.
Pouvez-vous nous donner une petite idée de C'est ça. de ça? Oui, donc le Haut-Karabakh était majoritairement peuplé d'Arméniens. Donc, en gros, c'était 120 000 Arméniens qui résidaient dans cette région-là. Le chiffre qu'on dit souvent dans les médias, c'est 100 000. Donc, c'est une exode massive de 100 000 Arméniens qui se sont déplacés vers l'Arménie. Donc, c'est quand même assez chaotique, là. Vous pouvez imaginer recevoir plus de 100 000 personnes dans l'espace de quelques jours. C'est tout un défi logistique. Faut comprendre aussi que l'Arménie, c'est un tout petit pays avec de 3 millions de personnes, avec des ressources vraiment limitées, des voisins hostiles. Mais c'est ça, en termes de chiffres, vraiment difficile à savoir pour l'instant. Il y a eu une mission onusienne spéciale au début octobre, une fois que tout le monde était parti. Mais ce qui a été établi, donc, c'est qu'il resterait entre 50 et maximum 1000 Arméniens sur place. Donc, c'est vraiment la grande majorité des Arméniens qui ont quitté. La route migratoire, de quoi ça a l'air géographiquement, donc c'est vraiment périlleux à travers les montagnes. Puis, il y a une arrivée dans la province de Syunik, en Arménie. Donc, la plupart s'enregistrent à Goris, qui est une ville frontalière, puis se dirigent ensuite vers d'autres grandes villes arméniennes ou la capitale, Yerevan. Donc, comme j'ai dit, vraiment, c'est l'entièreté de la population qui a quitté. Il y a les derniers bus qui ont quitté de Stepanakert, qui est la capitale du Haut-Karabakh, il y a quelques jours. Qui sont restés là ou qui ont quitté les derniers, c'était des fonctionnaires, des gens qui travaillaient dans le gouvernement de facto du Karabakh, puis des prêtres aussi, qui ont quitté vraiment en dernier. Pourquoi, en fait, la majorité des gens ont quitté? C'est que la majorité des Arméniens ne veulent pas vivre sous le joug de l'Azerbaïdjan pour plusieurs raisons, dont l'arménophobie et puis toutes les violences contre les Arméniens qui sont associées là-bas. Mais pour revenir au range de 50 à 1000, qui est quand même énorme, c'est que les chiffres sont vraiment difficiles à avoir des chiffres exacts parce qu'il n'y a pas de présence internationale sur place. Il n'y a pas de mission de monitoring indépendante sur place, à part les soldats de paix russes, puis la mission onusienne qui est allée observer une fois que tout le monde était parti. Donc, c'est vraiment difficile, comme je parlais justement à une amie hier en Arménie qui a une ONG, puis elles ne savent pas, là, dans le fond. Personne ne sait des chiffres exacts, vraiment qu'est-ce qui se passe sur place. Mais c'est sûr qu'on peut se baser quand même sur la littérature, sur d'autres conflits, pour savoir qui reste sur place dans des conflits ou qui quitte les derniers. C'est toujours les communautés vulnérables, donc les gens avec des situations familiales compliquées, des gens avec des restrictions de mobilité importantes, des personnes avec des handicaps, les personnes aînées aussi qui ont passé toute leur vie au Karabakh. Il y en a qui, malgré tout, veulent pas quitter, mais quand même, si on regarde les récentes images, on peut voir aussi qu'il y a même plein de personnes âgées ou avec des handicaps qui ont quitté le Haut-Karabakh, qui se sont rendus de peine et de misère en Arménie ou qui, malheureusement, ont péri en chemin. Là. Il y a des routes qui pouvaient aller jusqu'à 30 heures là, pour se rendre jusqu'en Arménie. Donc, voilà. Puis, en plus de ça, je veux aussi mentionner que pendant cette crise-là, il y a aussi eu une méga explosion à Stepanakert, une explosion de combustible qui a fait des centaines de morts. Puis on sait aussi pas encore les chiffres exacts. Donc c'est vraiment catastrophe par-dessus catastrophe. Puis dans le fond, dans la population qui est déplacée, il y aurait jusqu'à entre 30 000 et 35 000 de personnes appartenant à des communautés vulnérables. Donc, des enfants, des femmes enceintes, des personnes aînées, des personnes vivant avec des handicaps ou des maladies chroniques. Donc, voilà, tout ça, c'est un déplacement massif. Juste peut-être vous dire quelques mots sur comment l'Arménie a répondu à cette vague intense là,
de migration. Il y a un plan d'urgence qui a été mis en place pour les réfugiés. Ça a été lancé le 7 octobre. Ça rassemble toutes sortes d'organisations non gouvernementales, la société civile, évidemment le gouvernement arménien. C'est aussi soutenu par différentes agences onusiennes, donc le UNHCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, mais aussi en collaboration avec UNICEF, par exemple, OIM, UNFPA, World Food Programme, puis d'autres ONG sur place. Ça serait comme un appel de fonds jusqu'à 97 millions de dollars parce que les besoins sont vraiment énormes, là. Ça fait une très grande pression sur l'Arménie au niveau des services publics, des infrastructures, du logement aussi qui, d'ailleurs, je veux le mentionner, il y a une crise du logement en Arménie vraiment intense suite aux différentes vagues d'immigration russe depuis février 2022. Donc là, c'est comme un défi additionnel. Donc je ne sais pas si j'ai encore du temps, je devrais m'arrêter là. Peut-être un petit mot rapidement sur la réaction de la communauté internationale, puis après on pourra passer à Magdalena. Oui, c'est ça. Évidemment, il y a eu toutes sortes de déclarations diplomatiques, l'envoi d'aide humanitaire d'urgence, de l'aide humanitaire de première nécessité. Il y a le Parlement européen qui a déclaré que la situation des Arméniens, le déplacement forcé des Arméniens s'apparentait à un nettoyage ethnique. Il y a aussi le 5 octobre que le Parlement européen a adopté une résolution par rapport à ça. Évidemment, Bakou, donc la capitale de l'Azerbaïdjan, mobilise depuis longtemps le discours du droit international puis de l'intégrité territoriale. Donc pour eux, tout ce qui a été fait, donc leur opération spéciale militaire, a été fait dans le respect du droit international et dans le respect des minorités arméniennes. Il y a différents indices qui pointent vers le contraire, donc des violences vraiment importantes faites envers des Arméniens, des massacres de prisonniers de guerre, par exemple, des kidnappings de civils arméniens, aussi des discours de haine extrêmement perturbants là, sur les médias sociaux azéris, là, donc arménophobes. Puis c'est ça, donc évidemment le gouvernement arménien, mais aussi des personnalités internationales importantes comme Luis Moreno Ocampo, qui est l'ancien procureur de la Cour pénale internationale. Il y a aussi la France qui a une position vraiment ferme sur la question, puis il parle vraiment de nettoyage ethnique, là, d'un très haut risque de génocide. Mais à part des déclarations, des mots, à part de l'envoi d'aide humanitaire comme de première nécessité. On ne parle pas de sanctions envers le gouvernement azéri, par exemple, donc ça en reste là. Puis peut-être juste quelques mots sur, à l'interne, en Arménie, comment ça se passe. C'est sûr que les gens sont vraiment pas contents là, de cette capitulation-là totale, puis cette dissolution-là des institutions du Haut-Karabakh, parce que c'est une terre sainte, c'est vraiment très important pour les Arméniens qui se disent autochtones à cette région-là depuis des millénaires. Donc, c'est sûr qu'on peut s'attendre à une crise politique interne en Arménie. Donc, l'opposition va clairement prendre avantage de la situation, puis revendiquer le départ de Pachinian. C'est déjà un peu ce qu'on voit aussi, là, comme on a vu des manifestations vraiment très grosses à Yerevan pour protester contre ça. Puis, on peut peut-être s'attendre aussi à des divisions comme internes entre les populations, là, vraiment même en Arménie, parce que, bon, c'est tout un choc, là, comme une vague de migration aussi intense, ça crée nécessairement des frictions. Donc, beaucoup de conséquences en Arménie, mais aussi dans la région, Magdalena, du Caucase du Sud, entre autres. Donc, expliquez-nous comment cet événement-là vient réorganiser peut-être les forces dans cette région-là. Oui, merci beaucoup. En fait, c'est parfait avec Bénédicte qui a terminé avec l'instabilité qui a lieu en Arménie en ce moment et l'opposition à Pachinian qui réclame sa tête, en tout cas qui réclame qu'il démissionne, parce que, en fait, dans ce que j'aimerais proposer, j'aime pas faire des prédictions, mais j'aimerais proposer deux scénarios à venir pour le Caucase, un qui est la stabilisation et l'autre déstabilisation, davantage déstabilisation, et les deux
sont selon moi en lien avec le maintien du pouvoir par Pachinian ou pas. Et donc, avant d'arriver à ces deux scénarios-là, je vais faire un petit retour sur les différentes configurations et reconfigurations des forces dans le Caucase du Sud, tels qu'ils s'organisent depuis quelques années. Donc oui, certainement, ce qui vient d'arriver fin septembre reconfigure les forces dans la région. Avec, ce n'est rien une surprise pour ceux qui suivent un peu les événements, avec un peu la perte de terrain par la Russie et l'imposition de l'Azerbaïdjan et son allié depuis toujours, la Turquie. Maintenant, cette reconfiguration n'est pas seulement liée à la guerre en Ukraine, dont probablement Guillaume parlera tout à l'heure. En fait, l'Azerbaïdjan s'impose dans la région, ça fait déjà plusieurs années. En fait, lorsque l'Azerbaïdjan est sorti de la guerre avec l'Arménie autour du Haut-Karabakh en 1994, il faut dire que il a perdu la guerre, hein, et on est sorti, l'Azerbaïdjan a perdu la guerre, perdu les territoires au-delà du Haut-Karabakh lui-même, qui était une région autonome au sein de l'URSS soviétique, au sein de l'Azerbaïdjan soviétique. Et il a aussi perdu cette province entourant le Haut-Karabakh, donc tout ce qui est vert foncé sur la carte. Donc, ils perdent de territoire, perte de vitesse, et en plus, incroyable, en fait, de déplacés, parce que tous les Azerbaïdjanais qui vivaient dans ces territoires-là ont été déplacés de ces territoires. En fait, on parle dans les années 90 de l'Azerbaïdjan comme étant un pays qui avait le plus de déplacés au monde à cette époque-là. Comment il s'en sort, l'Azerbaïdjan? Eh bien, les ressources énergétiques. Donc, déjà, le père du président actuel, Aliyev, donc Ilham Aliyev, son père, Haïdar, lui, il misait, donc vous avez compris qu'il y a un certain népotisme, on est dans un régime plutôt autoritaire, mais donc le père Aliyev mise dès le début sur les ressources énergétiques, quelque chose que l'Azerbaïdjan possède, et qui lui permet une croissance du PIB et des investissements dans les dépenses militaires. On voit une croissance de dépenses militaires tout au long des années, fin des années 90 et les années 2000. Donc, Azerbaïdjan, grâce aux rentes pétrolières, a de l'argent pour s'armer. Où est-ce qu'il achète les armes? Il achète les armes en Turquie, en Russie, qui est l'allié de l'Arménie, en Israël, très grand partenaire de l'Azerbaïdjan en termes de militaire, en Allemagne et aux États-Unis. Donc, il y a donc une militarisation de l'Azerbaïdjan. En même temps, l'Azerbaïdjan se positionne comme une puissance énergétique dans la région. En fait, si on regarde la carte suivante, on voit les pipelines, en fait, non, là encore l'autre, on voit les pipelines qui sont construits et qui permettent l'alimentation de l'Europe notamment, du pétrole, du gaz venant de l'Azerbaïdjan. Donc, il y a ce que je mentionne ici, c'est l'Azerbaïdjan qui devient un incontournable dans l'approvisionnement énergétique, notamment de l'Europe. Hein, donc, c'est quand même important à retenir. Qu'est-ce que ça fait aussi? C'est que cette ressource énergétique sert d'attraction pour les capitaux étrangers. Donc, en fait, tout au long des années 2000, les compagnies pétrolières investissent en Azerbaïdjan. On parle de 41 entreprises étrangères qui exploitent en ce moment le pétrole dans la mer Caspienne, 41 entreprises provenant de 19 pays différents.
Donc ça aussi, c'est important de garder ça en tête. Et cette dynamique de pays de rente pétrolière permet aussi à l'Azerbaïdjan de se distancer de Moscou. Donc ça aussi, c'est important dans le contexte de l'espace post-soviétique où les dépendances à Moscou sont bien entendu très grandes. L'Azerbaïdjan peut se permettre de se distancer de Moscou. Pendant ce temps-là, l'Arménie devient de plus en plus isolée. Donc déjà, vous allez voir, vous voyez que l'Arménie, même toute cette route, les infrastructures routières, les infrastructures, les pipelines, etc., contournent l'Arménie. Hein, contournent l'Arménie. Donc déjà ici, l'Arménie ne joue pas un rôle de transit, par exemple, pour les ressources énergétiques. En plus, le PIB entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est de plus en plus, c'est un écart de plus en plus grand. C'est-à-dire, si l'Azerbaïdjan, on parle de 50 milliards, le montant 50 milliards de dollars de PIB, en Arménie, on parle de 13 milliards. Donc, il y a un écart très grand en termes de richesse économique aussi qui a lieu. Finalement, l'alliance avec la Russie s'effrite, enfin, s'essouffle. Et elle s'essouffle, mais elle s'essouffle, encore une fois, pas nécessairement en lien avec la guerre en Ukraine, parce qu'on parle beaucoup de ce moment-là comme étant le moment où l'Azerbaïdjan a finalement attaqué le Haut-Karabakh et a repris le territoire avec les conséquences qu'on vient de voir, d'entendre. Mais en fait, les tensions entre l'Arménie et la Russie, on les observe depuis 2018. Donc, en 2018, le Premier ministre actuel, Pachinian, prend le pouvoir dans une révolution de rue qui a lieu et qui écarte ce qu'on appelle le clan karabakhi du pouvoir en Arménie. Donc, jusqu'à maintenant, l'agenda de l'Arménie était lié à l'agenda du Haut-Karabakh, notamment parce que le président de l'Arménie, Kocharyan, était aussi, auparavant, c'est un Karabakhi qui était président du Karabakh, de facto, président du Haut-Karabakh auparavant. Donc, le Haut-Karabakh était un enjeu prioritaire sur l'agenda politique de l'Arménie. Or, Pachinian renverse ce clan Karabakhi au pouvoir pour s'attaquer aux réformes internes, économiques, anticorruption, etc., en Arménie. Mais qu'est-ce qu'il fait il opère une séparation de l'enjeu karabakhi et arménien. Donc, il dit en fait, il le dit clairement, que le Haut-Karabakh empêche le développement de l'Arménie, l'enjeu du Haut-Karabakh empêche le développement de l'Arménie, et donc il faut séparer ces deux enjeux dans le temps. Donc cette séparation-là, elle arrive avec le nouveau chef du gouvernement, le Pachinian. 2020 arrive avec la deuxième guerre du Karabakh, où les relations avec... Ah oui, ce qui est important aussi, bien entendu, dans ce contexte-là, Moscou n'est pas très satisfaite de Pachinian. Pourquoi? Parce que pour Moscou, le Haut-Karabakh est un instrument de son pouvoir, de sa force, de levier dans la région du Caucase du Sud. Donc, la séparation de l'enjeu de l'Arménie et du Karabakh ne plaît pas à la Russie. En 2020, en plus, après cette guerre perdue par l'Arménie et les territoires qui ont été récupérés par l'Azerbaïdjan. La Russie est assez passive. Elle est passive lorsque le blocus dont Bénédicte parlait arrive. Donc, il y a les forces de maintien de la paix qui ne réagissent pas à ce blocage que l'Azerbaïdjan opère sur le canal Lachin. En plus, la Russie ne réagit pas au bombardement qui a eu lieu en septembre 2022 sur le territoire même de l'Arménie. Donc, je vous rappelle que l'Arménie fait partie de l'organisation du traité de sécurité collective avec la Russie à sa tête, et aussi une entente bilatérale entre la Russie et l'Arménie,
où la Russie est supposée intervenir et défendre l'Arménie lorsque celle-ci est attaquée. Donc, il a été attaqué, la Russie n'a rien fait. Ceci est bien entendu décrié par Pachinian. On voit que les intérêts entre Moscou et le gouvernement de Pachinian, du moins, divergent de plus en plus. Divergent de plus en plus. La Russie a tout intérêt d'écarter Pachinian du pouvoir et le faire remplacer par l'opposition, le clan karabakhi de préférence. L'Azerbaïdjan, bien entendu, pour lui, c'est une opportunité. Il voit une opportunité pour intervenir avec l'affaiblissement des relations avec la Russie. Donc, les effets de la politique de Pachinian dans le contexte de la guerre actuelle, enfin, la fin de la guerre, en fait, fait en sorte que l'Arménie perd le contrôle, il y a une diminution du contrôle de l'Arménie sur le Haut-Karabakh, et ce faisant, l'Arménie perd le poids dans ses relations avec la Russie, l'Azerbaïdjan et la Turquie, parce qu'elle n'a plus le levier qu'elle pouvait avoir. Donc, maintenant, Pachinian a survécu quand même à 2 épisodes de guerre perdue. Donc, 2020 déjà, il avait été accusé d'avoir perdu les territoires karabakhi, etc. Maintenant, encore une fois, c'est la perte totale. C'est dénoncé, comme Bénédicte le disait tout à l'heure. Il y a une opposition très grande, et en fait, cette opposition ne risque que de s'accroître parce que, avec l'arrivée justement des réfugiés, des exilés du Haut-Karabakh, qui sont aussi, donc en fait, l'opposition risque de prendre de la force avec les réfugiés qui sont sur le territoire maintenant de l'Arménie. Et pourquoi c'est important? Alors, j'arrive à mes 2 scénarios, puis je termine. Je voulais aussi parler de l'ambiguïté de l'Ouest, en tout cas. Donc, Pachinian se maintient pour le moment au pouvoir. Il se maintient au pouvoir et il maintient ce virage à l'Ouest. Donc, le virage à l'Ouest est maintenu. Il refuse d'aller, par exemple, au sommet de la communauté des États indépendants qui a lieu dans quelques jours. Il ne va pas y aller. Il a boudé l'organisation de traités de sécurité collective. Il y a juste avant que l'Azerbaïdjan attaque le Haut-Karabakh, il y a eu des exercices conjoints, militaires conjoints de l'Arménie et des États-Unis. Pour la première fois, c'est arrivé. Bien entendu, vous pouvez imaginer que la Russie n'était pas très contente. Donc, il y a beaucoup de signaux envoyés au monde entier de la position et l'orientation de Pachinian, qui a aussi s'est détaché de l'alliance avec la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine, etc. Et dans tout ça, et donc fait un cri d'aide à l'Ouest, mais l'Ouest est ambigu parce que d'un côté, il y a ça. Et de l'autre côté, il y a la France, par exemple, qui donne le ton à l'Union européenne et qui est en chicane avec la Turquie et avec l'Azerbaïdjan depuis toujours. Donc, il y a comme une ambiguïté ici à quoi s'attendre de l'Union européenne. C'est pas tout à fait évident. Donc, 2 scénarios. Le scénario où Pachinian se maintient au pouvoir. Pachinian se maintient au pouvoir, ça voudrait dire que très rapidement, en fait, il va essayer probablement de négocier un traité de paix avec l'Azerbaïdjan. Un traité de paix avec l'Azerbaïdjan pour stabiliser, régler et en terminer avec la guerre qui est la plus longue dans l'espace post-soviétique, comme mentionné par Bénédicte. Ça veut dire que cela va consolider l'hégémonie de la Turquie, de l'Azerbaïdjan et par la bande de la Turquie dans la région, au détriment de la Russie. Et aussi, ça veut dire probablement que l'Azerbaïdjan va avoir la position, présentement à la position, pour imposer l'ouverture de ce fameux couloir de Zangezur. Je peux en parler plus tard, mais c'est Zangezur, très important.
parce que si Pachinian se maintient, il est probable que cette ouverture aura lieu. Elle aura lieu de façon politique, pacifique, etc., mais avec des conséquences. Il y a un prix à payer pour l'Arménie dans tout ça. Si Pachinian est déchu, qui n'est pas exclu, ce n'est pas un scénario exclu, c'est pour ça qu'il faut, malgré tout ce qui se passe dans le monde ailleurs, il faut quand même suivre ce qui se passe dans le Caucase du Sud, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, parce que si Pachinian est déchu, ça veut dire qui prend le pouvoir en Arménie, c'est l'opposition qui est très, très, très fâchée d'avoir perdu contre l'Azerbaïdjan et qui ne voudra pas s'asseoir à la table avec l'Azerbaïdjan pour le traité de la paix. Qu'est-ce que ça peut impliquer? Ça peut impliquer que l'ouverture de Zanguezour va se faire par force. L'Azerbaïdjan peut très bien forcer l'ouverture du corridor de Zanguezour par force. Et ça veut dire une déstabilisation majeure parce que la Turquie va probablement appuyer l'Azerbaïdjan là-dedans. Voilà, je termine là sur un scénario un peu moins jovial. Merci beaucoup, Guillaume. Le rôle de la Russie dans ce conflit-là, comment il a évolué aussi au fil du temps? Alors oui, donc je pense que je vais être bref parce qu'en fait il y a plusieurs des points qui ont été mentionnés déjà dans les rapports assez troubles et en fait extrêmement asymétriques entre la Russie et l'Arménie. La Russie joue effectivement un rôle majeur dans ce conflit. Ce qui est frappant, c'est que si on le contraste évidemment avec l'autre conflit dans lequel la Russie est impliquée en ce moment, qui est évidemment la guerre en Ukraine, ce qui frappe ici, c'est que le rôle majeur de la Russie cette fois-ci, c'est par son inaction plutôt que par son action. Ouais? Et donc c'est l'inaction de la Russie qui, en grande partie, provoque ou explique ou conditionne, si vous voulez, le dernier sursaut en date donc, du conflit du Karabakh. En fait, je vais faire une présentation autour d'une thèse que je vais essayer de faire simple, qui est de tout simplement affirmer que les Arméniens du Karabakh sont des victimes collatérales de la guerre en Ukraine. Et donc, pour ça, je pense qu'il faut juste expliquer rapidement d'abord quelle était, mais je pense que ça va être très rapide parce que des points ont déjà été mentionnés, quelle était la situation avant, c'est-à-dire la situation de dépendance dans laquelle l'Arménie était à l'égard de la Russie, et qu'est-ce que la guerre en Ukraine est venue changer pour la Russie, et donc par conséquent, et bien malgré eux, pour les Arméniens du Karabakh. Donc, comme Magdalena l'a expliqué, la Russie est traditionnellement la protectrice de l'Arménie dans le Caucase du Sud. Pour un ensemble de raisons qui vont... le premier, c'est peut-être la diaspora arménienne, puisque, en fait, on connaît bien la diaspora arménienne en France. On connaît bien la diaspora arménienne, il y en a à Montréal aussi, qui est assez importante. Mais la plus grande diaspora arménienne dans le monde est en Russie. Et si on regarde d'ailleurs par certaines des figures dans la plus haute élite politique russe, plusieurs ont des noms qui, je disais, clignotent arménienne en noir. C'est vraiment, ils sont assez bien placés haut dans la hiérarchie politique en Russie. Et donc ça a un impact. Ça, c'est l'un des facteurs. Un autre des facteurs du rapprochement Russie-Arménie, c'est tout simplement le jeu géopolitique. Donc là, de ce point de vue-là, c'est parfaitement complémentaire avec la perspective de Bénédicte, puisque là, je parle vraiment de la politique désincarnée, loin des souffrances humaines, celle qui se joue dans les chancelleries de la diplomatie, où justement le rapport Russie-Arménie vient faire un contrepoids à l'axe, donc si vous voulez, l'axe vertical Russie, Arménie et Iran, vient faire un contrepoids à l'axe vertical, ou en fait est-ouest, Turquie-Azerbaïdjan. Et donc, dans un sens, le jeu se joue pour la rivalité de puissance régionale dans le Caucase, et l'Arménie ici vient être un partenaire à la Russie. D'ailleurs, un point qui est des fois mentionné et qui n'est pas un facteur, en fait, donc je le mentionne juste parce que des fois on pourrait le penser, la religion n'est pas vraiment un facteur de proximité très important entre la Russie et l'Arménie, bien que les deux soient effectivement chrétiens orthodoxes, puisque d'abord, premier point contrefactuel, la Géorgie est aussi chrétien orthodoxe et elle a des relations pour le moins compliquées avec la Russie, et ensuite que l'Iran, qui fait partie donc de cette alliance, pour ainsi dire, est, comme vous le savez, assez loin d'être chrétien orthodoxe. Donc, un autre point qui rapproche la Russie de l'Arménie, c'est un point assez paradoxal, c'est le fait, en fait, c'est la position d'extrême dépendance de l'Arménie. Donc, comme ça a été mentionné, l'Arménie est un très petit pays qui a, disons, tiré le mauvais billet de loto dans la grande loterie soviétique du partage des frontières à l'intérieur des républiques. Donc,
l'Arménie s'est retrouvée avec un territoire minuscule qui n'était même pas celui qui était peuplé majoritairement par les Arméniens, principalement dans les montagnes. Il n'y a à peu près aucune ressource naturelle, complètement enclavée, qui n'a aucun rapport avec l'Arménie historique. Je dirais que la seule autre république post-soviétique qui a tiré un aussi mauvais billet de loterie, c'est peut-être le Kirghizistan, qui est aussi pris dans des montagnes avec très très peu de ressources, un tout petit territoire, ce qui donne à la Russie un très beau rôle. Donc la Russie peut venir aider l'Arménie et effectivement, l'Arménie s'est retrouvée dans la période post-soviétique de plus en plus avec une dépendance, non seulement une dépendance stratégique, militaire à la Russie, puisque la Russie est intervenue dès les années 90 dans le conflit du Karabakh comme force de maintien de la paix. D'ailleurs, à l'époque, à peu près tout le monde, il n'y a personne qui a vraiment critiqué la Russie pour être intervenu à ce moment-là, parce que le monde occidental est en train de regarder ailleurs, c'était essentiellement dans les Balkans et en Bosnie, où se déroulait au même moment une guerre civile extrêmement sanglante. Donc, il n'y avait absolument aucun pays occidental qui a fait un geste sérieux pour s'impliquer. Tout le monde avait l'air relativement content que la Russie intervienne. Et donc, la Russie est venue, quand elle est intervenue, même si elle intervenait en principe sur une base neutre, elle a gelé la situation de la première guerre du Karabakh, c'est-à-dire la victoire arménienne et l'occupation de facto du Karabakh et des régions azéries avoisinantes. Et donc, c'était évidemment à l'avantage de l'Arménie quand la Russie est venue geler la situation. Cette situation a resté et depuis, étant donné qu'un point qui était implicite en fait dans la présentation, mais je pense que c'est bon de le préciser, qu'on parle d'enclavement de l'Arménie, c'est que les frontières avec la Turquie et les frontières avec l'Azerbaïdjan sont fermées complètement. Il n'y a pas de commerce qui se fait. Ça fait que si vous imaginez le genre de commerce extérieur qui peut se faire, donc c'est soit, on ne voit pas très bien sur cette carte, soit vers le sud, vers l'Iran, où passerait le fameux corridor de Zangezur, d'où le caractère critique pour l'Arménie, soit et surtout via la Géorgie vers la Russie. Et en fait, honnêtement, à quoi ressemble l'économie arménienne? C'est des lignes de camions qui passent tout le temps à travers la frontière nord et qui viennent de Russie. Donc, du point de vue énergétique, du point de vue financier, du point de vue économique, du point de vue des biens de consommation, à peu près tout vient de Russie. Donc, et la plupart de l'économie, en fait, appartient à des intérêts russes, puisque l'Arménie, en position de faiblesse à partir des années 2000, a été obligée de faire ce que la Russie a poussé en Ukraine, en Biélorussie, mais avec moins de succès, c'est-à-dire de forcer ces pays à vendre leurs intérêts stratégiques à des oligarques russes. Et donc, l'Arménie est vraiment dans une position extrêmement dépendante, qui est tout à fait à l'avantage de la Russie et qui va créer donc des relations extrêmement asymétriques, puisque donc pour l'Arménie, les rapports avec la Russie sont extrêmement prioritaires. Mais il faut bien le dire, pour la Russie, les rapports avec l'Arménie ne sont pas prioritaires. C'est beau, c'est d'accord dans les doctrines de sécurité de la Russie, de politique étrangère, l'étranger proche, c'est-à-dire l'ex-empire, est numéro un, mais il y a une hiérarchie à l'intérieur de l'ex-empire. Et clairement, en numéro un, c'est l'Ukraine. En arrière, peut-être Biélorussie, Kazakhstan. Ensuite, des puissances comme moyennes, comme Ouzbékistan, Turkménistan, et vraiment... il reste après l'Arménie, Kirghizistan, Tadjikistan, les tout petits pays qui donc ne sont clairement pas une priorité pour la Russie. Et c'est donc dans cette situation de dépendance où donc, et Pachinian, quand il dit aujourd'hui, on a eu tort de trop faire confiance à la Russie ou d'être trop dépendant, c'est son expression, d'être trop dépendant à la Russie, c'est à cette situation-là qu'il fait référence. Ouais. Donc cette situation de dépendance extrême de l'Arménie envers la Russie, qui aussi est à comprendre dans le contexte du relatif peu d'intérêt du monde occidental pour le conflit du Karabakh. Donc c'est aussi parce que l'Arménie n'a pas comme l'embarras du choix en matière d'alliés. Et alors arrive la guerre en Ukraine. Non, d'abord, faudrait dire, mais ça a été mentionné, mais quand il y a eu le sursaut avant la guerre en Ukraine, à l'automne 2020, quand il y a eu ce qu'on pourrait appeler la deuxième guerre du Karabakh, et donc l'Azerbaïdjan, juste avec son armée, grâce au pétrodollar ou au gazodollar, je ne sais pas comment on dit, qui a conquis en fait la moitié du Karabakh. Et en fait, la seule raison pour laquelle ils n'ont pas conquis l'entièreté du Karabakh, c'est que la Russie est intervenue pour, dans un sens, sauver la moitié du Karabakh. Mais il avait quand même pris la peine d'attendre quelques semaines pour que l'Azerbaïdjan fasse des gains importants. Et la Russie est intervenue et donc a installé ce qui a été à l'époque interprété comme un grand gain de la Russie, qui était retour en force dans le Caucase avec les forces de maintien de la paix. Bon, c'est pas beaucoup de monde, c'est environ 2000 personnes, mais dans le Karabakh, sans parler du fait que la Russie a déjà une base militaire en Arménie. Et donc, ça avait été un gain pour la Russie, retour dans le Caucase, plutôt une gifle à la Turquie, qui en fait qui était derrière l'attaque à l'époque de l'Azerbaïdjan en 2020 contre l'Arménie. On se dit, mon Dieu, la Russie joue bien ses cartes. Eh bien, c'était jusqu'à la guerre en Ukraine. Et là, si on parle d'une carte très, très mal jouée, c'est évidemment la guerre en Ukraine qui était, on ne va pas se lancer là-dedans, mais qui était très, très, très mal calculée du point de vue de la Russie. Et donc, comme vous le savez, la Russie se trouve complètement embourbée. Et là, la grande différence,
c'est la différence dans les capacités de la Russie et ensuite la constance dans ses priorités. La différence dans les capacités, c'est que la Russie, comme vous le savez, est complètement dépassée par la guerre en Ukraine, qui coûte des forces qu'elle n'a pas, raison pour laquelle elle est obligée de même rompre un pacte social avec sa propre société qui était « nous ne ferons jamais de conscription ». Conscription, il y a eu, partielle en principe, mais conscription, il y a eu. Et donc, la Russie n'a absolument plus les capacités pour aller intervenir, pour aller se battre contre l'Azerbaïdjan ou aller s'opposer à la Turquie. C'est absolument hors de ses capacités, première chose. Et deuxième chose, mais les priorités n'ont pas changé. Les priorités, je l'ai dit, c'est le monde post-soviétique. Et dans le monde post-soviétique, il y a l'Ukraine en premier et très très bas, il y a l'Arménie. Alors voilà, l'Ukraine est prioritaire. Et donc, dans ce contexte-là, l'Azerbaïdjan, ce qu'il va faire, c'est pousser tranquillement par des gestes de provocation, pour reprendre un lieu commun du discours post-soviétique, provocation, tout le monde utilise ce terme à tort et à travers, des actes pour voir comment l'autre réagit. Donc, bombardement du territoire, même non pas du Karabakh, mais reconnu internationalement de l'Arménie, la Russie ne réagit pas. On bloque le corridor de la Chine, la Russie ne réagit pas. Et là, l'Azerbaïdjan fait bon, ben, formidable, c'est bien ce qu'on pensait. La Russie ne va rien faire. La Russie est occupée ailleurs. Un autre point, c'est que la Russie est de plus en plus dépendante, pas dépendante, mais compte de plus en plus sur la Turquie, qui est à la fois une partenaire, il y a des rapports très très compliqués, partenaire et rivale comme puissance régionale, notamment dans le Caucase. En particulier, comme vous savez, la Turquie reste l'un des pays qui pourrait servir de médiation pour la fin de la guerre en Ukraine. Ils ont commencé à jouer ce rôle-là, ça n'a pas fonctionné, mais ça reste le principal candidat pour une médiation de sortie de guerre. C'est là que les accords sur les céréales ont aussi été négociés. Et donc, pour la Russie, c'est extrêmement important de garder des bons rapports avec la Turquie. Raison de plus, donc, pour sacrifier l'Arménie dans le contexte. Et donc, l'Azerbaïdjan a les ressources, a les capacités, voit que la Russie ne va rien faire, comme on dit, pousse sa chance et va chercher l'entièreté du Karabakh. Et dans la plus parfaite passivité des forces de maintien de la paix russes qui sont sur place et qui d'ailleurs sont toujours sur place et qui ont participé, à ce qui paraît, ils sont en train de participer aux négociations entre le Karabakh, donc l'Arménie ne fait pas partie en ce moment des négociations entre le Karabakh et l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire l'entité qui va s'autodissoudre bientôt. Mais les forces de maintien de la paix participent à ça. Mais là, évidemment, un grand point d'interrogation, mais qui peut-être pas une si grande suspense que ça, c'est qu'est-ce qui va arriver avec les forces de maintien de la paix russes. Et c'est pas mal écrit dans le ciel que les Azéris ont déjà exprimé leur souhait que les Russes n'en ont plus besoin. Et donc, la Russie va clairement, d'un point de vue stratégique, c'est assez clair qu'il va y avoir un recul de la Russie dans la région. Et là, toute la question, en fonction des scénarios de traité de paix, si traité de paix il y a, les négociations, l'Union européenne a déjà annoncé qu'elle allait, sous son patronage, on pourrait dire, organiser des négociations de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour la négociation en particulier des frontières et le fameux corridor de Zangezur pour la fin octobre. La Russie n'est évidemment pas satisfaite que ça se fasse avec les Occidentaux et donc propose pour une autre formule, la formule 3+3, qui serait les trois pays du Caucase du Sud, Géorgie, Azerbaïdjan, Arménie, avec Turquie, Russie et Iran. Et donc, pour, encore une fois, laisser les pays occidentaux hors du Caucase autant que possible. Je pense que ça fait un moment que je parle. Je vais peut-être m'arrêter ici. J'aurais des commentaires à faire sur la chute de Pachinian, dont je ne suis pas certain que même c'est dans l'intérêt de la Russie, mais je vais laisser ça comme un petit appel à des questions. Avant de passer à la période de questions, est-ce que vous avez envie de réagir sur ce que l'un ou l'autre a pu dire, des réactions rebondir sur les propos de Guillaume? On a peut-être 2-3 minutes avant les questions. On a comme 15 minutes pour clore le tout, c'est ça? Donc peut-être donner la parole. Si le public est d'accord, on peut quand même dépasser de quelques minutes. Là, peut-être, je ne sais pas, juste avant, de peut-être dire quelques mots sur Zangezur, parce que c'est comme vraiment important, puis peut-être c'est pas tout le monde qui... Dans le fond, ça serait le désir... Oui, bien, l'Azerbaïdjan, en fait, désire ouvrir une route qui relierait l'Azerbaïdjan avec le Nakhichevan. C'est une enclave azérie à l'intérieur même de l'Arménie, mais c'est comme c'est séparé. C'est pas à l'intérieur de l'Arménie, fais attention. Ouais, c'est juridiquement, c'est l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, c'est ça, exact. Parce qu'après, il y a des... Géographiquement enclavé dans...
en sandwich. Là. C'est reconnu par le droit international. C'est pas, c'est ça. Parce que j'ai déjà eu des questions, des revendications azéries sur Nakhichevan. Ça appartient à Nakhichevan, fait partie de l'Azerbaïdjan. C'est juste que c'est comme Kaliningrad pour la Russie. Donc, pour Zanguezour, je pense que ça ressort comme un élément quand même important parce que Zanguezour, donc, le but de l'Azerbaïdjan, c'est de rejoindre Nakhichevan d'avoir un corridor. Pour le moment, il n'y a rien. Ils doivent passer en fait par l'Iran pour entrer dans Nakhichevan présentement. Et cela donnerait aussi un accès direct à la Turquie. Donc, il y aurait vraiment cet axe Europe-Asie, en fait, Asie centrale, qui passerait par la Turquie, Nakhichevan, le corridor de Zanguezour et l'Azerbaïdjan. C'est extrêmement important pour l'Azerbaïdjan. Le problème, c'est que ça veut dire que ça va se passer sur le territoire légalement reconnu comme Arménie. Enfin, il faut que ça et ça, en fait, c'est un truc, c'est même pas de passé soviétique. Il existait une route qui est bloquée présentement, depuis le début, enfin depuis 30 ans, qui est bloquée, mais ça existe cette route-là, elle est juste bloquée. Donc, il y en a qui parlent du déblocage de cette route, d'autres qui parlent d'un corridor carrément. Et la question se pose donc pour l'Arménie, bien entendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle va être coupée de sa seule sortie vers le sud, donc vers l'Iran. Pour l'Iran, ça veut dire aussi que le monde turc et l'OTAN, la Turquie, qui tout à coup apparaît dans le nord de l'Iran aussi, donc l'Iran est contre. Présentement, le fait que l'Azerbaïdjan a la main haute dans la région, tout pointe vers le fait que ce corridor-là va être ouvert d'une manière ou d'une autre, donc pacifiquement ou pas. Je voulais juste rajouter un des enjeux, c'est parce qu'en fait, la création du corridor de Zanguezour était déjà prévue dans les accords à l'automne 2020. Après pas tout à fait. La deuxième guerre. Enfin, mais ce qui n'était pas précisé, et c'est le point d'achoppement, c'est le statut du corridor, c'est-à-dire son extraterritorialité. Est-ce qu'il va être comme aménagé par les Arméniens et les Azéris vont pouvoir passer, ou est-ce que, comme l'Azerbaïdjan le demande, ça va appartenir, le corridor appartiendrait lui-même au territoire de l'Azerbaïdjan? Et c'est cette seconde option qui impliquerait donc une coupure, comme le disait Magdalena, entre l'Arménie et l'Iran, parce que finalement, donc l'Arménie sera obligée de passer à travers des postes frontières de l'extraterritorialité du corridor de Zanguezour pour aller chez leurs voisins iraniens. Puis la Russie aimerait ça être la protectrice de ce corridor. C'est ça. C'est un des seuls moyens que la Russie garderait genre un droit de regard dans le conflit. Pied, c'est ça. Si elle a réussi à s'imposer comme le médiateur, c'est-à-dire la force de maintien de la paix du corridor de Zanguezour. D'où l'intérêt de la Russie et de Téhéran de tourner le processus de paix vers le format 3+3 et hors du groupe du Minsk aussi, parce que ici, les intérêts de l'Iran et de la Russie peuvent s'aligner, donc, et de l'Azerbaïdjan. Est-ce qu'on est prêt pour les questions? Allons-y. Laurence? Moi, j'ai une question. Aidez-nous à comprendre ce terme maintien de la paix dans le contexte du Caucase. Donc, quand on dit des forces de maintien de la paix russes, qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'il y a une tradition de ça dans la région? Comment elles sont perçues sur le terrain? Et est-ce qu'en russe ou en azéri, en arménien, c'est vraiment le mot maintien de la paix, comme on dirait dans le contexte tunisien, qui est utilisé? Voilà. Pour répondre à une partie de la question au moins, les forces de maintien de la paix, qui sont russes dans la région, c'est assez commun. Donc, vous avez d'autres régions, territoires contestés comme le Haut-Karabakh, vous avez la Transnistrie, l'Abkhazie, Ossétie du Sud. Ce sont des forces de maintien de la paix officiellement de la communauté des États indépendants, donc cet ensemble de pays post-soviétiques, mais en pratique, c'est juste des soldats russes donc quand vous traversez ces frontières de facto, c'est les Russes qui sont là, qui font en double, oui. Il y a eux, puis après il y a les Abkhazes et il y a les Transnistriens et voilà. Ouais.
Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils étaient plutôt passifs. Ils sont Ouais, armés, ils sont là. Mais il y a des statuts, si on parle plus généralement dans le Caucase, il y a eu plusieurs situations dans lesquelles, par exemple, ça c'est la spécialité de Magdalena, mais dans d'autres régions, par exemple la région occupée les États de facto d'Abkhazie et de Ossétie du Sud, où la Russie est en force de maintien de la paix, et là c'est comme de facto une force d'occupation. Hein? C'est eux qui occupent le territoire. C'était pas la même chose dans le Karabakh, où ils étaient plus là pour comme calmer la situation avec un mandat très peu clair. Ça, c'est le discours géorgien. Ouais. Pour avoir été là-bas, Oui, c'est pas tout à fait. Mais il y avait des attentes, clairement. Au départ, ils ont été très bien vus par les Arméniens. Ouais. Ils étaient contents qu'il y ait des forces de maintien de la paix parce que, je veux dire, ça empêchait justement l'Azerbaïdjan de juste tout prendre. Et justement, la désaffection au sujet de la Russie. Et ce qui est intéressant, j'étais en Arménie au printemps. Contrairement à ce qu'on voit en Géorgie, la désaffection arménienne à l'égard de la Russie ne se traduit pas pour une désaffection à l'égard des Russes. Il n'y a pas de sentiment anti-russe, mais il y a un sentiment anti-Russie, c'est-à-dire anti-État russe. C'est-à-dire que l'alliance traditionnelle arménienne-russe survit au conflit, en tout cas jusqu'au printemps dernier, tout le moins. Mais il y a une amertume à l'égard de l'État russe qui n'aurait pas accompli ses fonctions, justement. Donc... Si je peux juste... Et le terme en russe, le terme en russe, j'essaie de réfléchir pour répondre à la question, pour les forces de maintien de la paix, c'est littéralement les faiseurs de paix. Ouais. Ce qui veut tout dire aussi. Ouais. Non, c'était juste pour aussi, puisque on s'attend, l'Azerbaïdjan s'attend à un retrait des troupes des forces de maintien de la paix de la Russie de l'Azerbaïdjan. Probablement, c'est drôle parce qu'il y a une coïncidence temporelle avec l'annonce de la construction de la base militaire navale en Abkhazie, dans la région de Ochamchire, qui est ici, là, le point rouge, là, mais donc, pour garder probablement plus un pied, enfin, d'ici, ils ont déjà un pied là, mais c'est aussi bon, parce qu'ils voilà. sont en train d'évacuer Sébastopol. Oui, donc la mer Noire, en tout cas, dans la mer, ça a aussi lien avec toutes les stratégies de la Russie dans la région de la mer Noire, mais tout est lié, comme. Ce n'est pas... regardez ça dans l'ensemble, et non pas par point par point. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Prochaine question, monsieur derrière Laurent, c'est ensuite vous ici, puis j'irai à monsieur derrière ensuite. Et vous. Oui, merci pour ce tour de table, c'était très enrichissant. Moi, j'avais une question plus de nature historique. En fait, on avait parlé des Arméniens qui fuyaient au Karabakh, notamment pour des raisons d'arménophobie ou genre de peur de représailles. Le gouvernement azéri a dit qu'il ne devrait pas avoir de problème, que les Arméniens devraient rester, mais évidemment, je pense qu'il n'y a pas de confiance entre les deux camps. Je voulais juste savoir si quelqu'un peut me répondre sur quelles étaient les relations entre les Arméniens et les Azéris dans le temps de l'Union soviétique, c'est-à-dire à l'intérieur de la RSS d'Azerbaïdjan, comment est-ce que les Arméniens vivaient cette situation d'enclave? Est-ce que c'était les mêmes relations qu'avec les Turcs dans des passés très conflictuels? Comment c'est ça? Vous voulez répondre? Lorsque le Haut-Karabakh a été octroyé à la République socialiste soviétique de l'Azerbaïdjan, ça n'a pas fait, bien entendu, affaire de l'Arménie soviétique qui réclamait cette région-là depuis toujours. Donc ça s'est passé au début des années 1920, en 1921. La passation s'est faite. Depuis ce moment-là, en fait, pendant toute la période de l'Union soviétique, les Arméniens du Haut-Karabakh réclamaient dès que possible, on voyait plein de lettres, parce que c'était comme ça que ça fonctionnait, plein de lettres à Moscou, demandant le transfert de la région autonome du Haut-Karabakh de l'Azerbaïdjan vers l'Arménie. Il faut comprendre que tout ça dans le contexte de l'Union soviétique. Donc, ce transfert-là, c'est le transfert en deux républiques fédérées et non pas passation internationale. D'ailleurs, la Crimée a été passée comme ça de la Fédération russe à l'Ukraine en 1954. Donc, il y a toujours eu cette volonté des Arméniens du Haut-Karabakh de sortir de l'Azerbaïdjan et rejoindre l'Arménie. Maintenant, pour parler de l'arménophobie, etc., bien entendu, c'est à deux sens. C'est-à-dire que les Arméniens, pour avoir étudié les manuels scolaires en Arménie et en Azerbaïdjan,
Dans les deux cas, les manuels scolaires d'histoire racontent une histoire où d'un côté l'Arménie, de l'autre côté l'Azerbaïdjan, ce sont des ennemis de toujours, depuis toujours. Puis en Arménie, on présente les Azerbaïdjanais et les Turcs comme étant un monstre à deux têtes. Donc on parle des Turcs. Les manuels contemporains, post-soviétiques. Post-soviétiques. Dans l'Union soviétique, il y avait plus une uniformisation aussi de l'histoire, donc ça c'est autre chose. Mais c'est cette présentation, l'interprétation d'ennemis et de monstres à deux têtes qui sont les Turcs et qui comprennent les Azéris et les Turcs d'un côté, et dans la version azerbaïdjanaise, les Arméniens sont toujours pointés comme étant des barbares, des chiens, des sauvages. Et j'en passe les épithètes qui sont là, noir sur blanc. Donc l'animosité, elle est là, elle est alimentée des deux côtés. Et certainement aussi, juste pour la fuite du Haut-Karabakh présentement, oui, c'est la crainte des représailles, c'est la crainte de comment on peut... Oui, Aliyev a annoncé qu'ils n'ont rien à craindre, qu'ils vont avoir tous les droits possibles, mais comme j'ai mentionné, d'un côté, l'Azerbaïdjan n'est pas reconnu trop pour le respect des droits de la personne. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a cette mémoire collective de différents nettoyages ethniques, etc. Et aussi, d'un côté, l'Azerbaïdjan dit « mais restez, vous pouvez rester, vous allez être intégrés au sein de la société », tout en disant « tous les Arméniens du Haut-Karabakh qui ont la citoyenneté russe, qui est pas mal, beaucoup, vous devez quitter ». Qui doit quitter aussi, ce sont tous ceux qui se sont installés dans le Haut-Karabakh après 1994. Donc, juste ceux qui peuvent rester, c'est juste les Arméniens qui ont vécu dans le Haut-Karabakh avant 1994 et leur progéniture. Et bien entendu, il y a tous ceux qui ont brisé la loi azerbaïdjanaise. Et là est le problème. Comment interpréter ça? Oui, les gens au pouvoir, de facto, les Arméniens au Karabakh qui étaient au pouvoir, ils sont visés, certainement. Ils ont brisé la loi, le séparatisme, etc. Mais en fait, il n'y a pas l'interprétation de cette loi-là est que tout Arménien du Haut-Karabakh pourrait être accusé d'avoir agi contre les lois azerbaïdjanaises parce qu'ils étaient tous indépendantistes, séparatistes. Oui. Donc la crainte était la fuite. D'où la fuite. La fuite qui n'est pas forcée dans le sens physique du terme. Prenons peut-être. Est-ce que je peux glisser une recommandation cinéphilique? Alors, c'est tout. Il y a un documentaire qui est sorti il y a 2 ans. Il y a par un cinéaste québécois qui il a fait l'exploit d'ailleurs d'aller le filmer des deux côtés. Il l'a tourné juste avant la reprise des conflits en 2020, donc je pense que c'est tourné en 2019 donc le cinéaste s'appelle François Jacob et son film s'appelle Sous un même soleil, qu'on peut trouver, je pense, sur des plateformes en ligne, qui est une étude du conflit du Karabakh, mais vue par la base, en parlant avec beaucoup de gens des deux côtés. Et c'est absolument terrifiant, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est pas une guerre de politiciens. C'est que dans l'opinion publique des deux côtés, on est absolument convaincu que la terre nous a toujours appartenu, que l'autre peuple c'est des sauvages, etc. Bon, il y a toute la construction nationale des deux États post-soviétiques qui s'est construite autour de ça. Et effectivement, les Aliyev, père et fils, je veux dire, encore un régime extrêmement autoritaire, très très dur. Le principal problème politique chez eux, leur principal souci dans l'opinion publique, c'est qu'ils n'avaient pas encore reconquis le Karabakh. Ce qui leur était constamment reproché par l'opinion publique azérie, comme étant trop faible. Ouais. Et donc, de ce point de vue-là, oui, là, on est vraiment au niveau de la société. Là, on a un conflit de société, une conception mémorielle antagonique, qui n'ont pas toujours existé, mais qui se sont construits comme ça depuis quelques décennies au moins, et qui sont maintenant confirmés par l'expérience de la guerre. En fait, il en va de la légitimation du régime Aliyev de reconquérir le Haut-Karabakh. Ouais. Puis, dans un sens, c'était aussi la légitimation du régime arménien, jusqu'à Pachinian, qui a décidé de faire un revirement assez étonnant, qui était comme
comme on l'a expliqué. Juste pour rebondir sur, parce qu'on parlait de manuel scolaire, tu parlais de manuel scolaire, Magdalena, l'expulsion forcée des Arméniens du Karabakh, ça fait partie dans l'imaginaire collectif arménien comme une continuation du génocide arménien de 1915. Donc, c'est vraiment important à mentionner. Puis aussi, oui, évidemment, il y a quand même un discours de haine envers les Azéris, envers les Turcs dans les manuels scolaires, encore une fois, mais quand même, encore une fois, à deux vitesses, je dirais, là, il y a quand même un discours étatique extrêmement violent de la part de l'Azerbaïdjan, là, littéralement des appels explicites à génocider les Arméniens, là, donc c'est quand même pas non plus le même niveau de propagande et de haine, là, si je veux dire, là, comme en septembre 2022, justement, il y a eu une situation qui a fait vraiment beaucoup jaser, là, parce que, dans le fond, il y a une femme dans les forces armées arméniennes qui a été littéralement décapitée par les forces armées azéries, que ça a été filmé, ça a été promené dans les villes comme ça, puis ça a été exposé sur les médias sociaux. Les Azéris en faisaient des gifs sur Facebook, sur WhatsApp, donc quand même, oui, c'est sûr qu'il y a de la haine des deux côtés, là, mais faut pas oublier que l'Azerbaïdjan, c'est une dictature, là. Exactement, et la socialisation dans l'image ennemie, c'est une chose, et l'activation de cette image-là, c'est autre chose. Et l'Azerbaïdjan se sert de cette image-là pour activer des actions telles que ce que l'Arménie ne fait pas nécessairement. Je pense qu'on pourrait prendre 3 questions. Il y avait 3 mains levées. On pourrait les prendre en même temps. Si vous voulez poursuivre un petit peu la conférence, c'est 12h32. Donc, il y avait monsieur devant ici, monsieur derrière et vous. On va les donc un après l'autre, puis on pourrait répondre ensemble. Alors, le monsieur, c'est Stéphane Beaulac, professeur de droit international ici à l'Université de Montréal. J'ai toujours plaisir de venir entendre des gens qui ne savent rien du droit international. Loin de moi cette idée d'insinuer une telle chose. Fut une époque pas si lointaine, quand François Crépeau, vous en souviendrez sans doute, Magdalena, était le directeur scientifique, où il y avait une bien meilleure intégration de nos 2 unités, mais je viens m'informer dans une... Laurence, c'est ça. Cela dit, je m'excuse en avance, mais ma question va être à saveur juridique, justement. Les 3, et merci beaucoup pour vos présentations, ont fait allusion à ce qu'on aime appeler trop souvent en droit par des expressions latines, le principe d'uti possidetis juris. Pour essentiellement exprimer l'idée du statu quo territorial lorsqu'il y a un changement majeur. Comme à l'époque, évidemment, de la fin de la guerre froide et de l'effondrement de l'Empire soviétique. Un principe qui est controversé autour de l'idée de savoir si ça a une application générale ou si on doit toujours être en mesure de le rattacher, on sait ça, au contexte post-colonial. Or, dans les années 90, on l'a suivi. Qu'est-ce que Guillaume a parlé, la loterie des frontières. Mais c'était à l'unanimité pour des fins, parce que c'est ça qui est la raison d'être souvent invoquée du principe uti possidetis juris, c'est la stabilité. Dans des contextes de changement majeur, au moins les frontières ne seront pas changées, on va pouvoir les maintenir. Maintenant, pour ma question, et dirigée aux 3, mais peut-être davantage, puisque c'est Guillaume qui a fait le lien avec la situation ou l'impact, l'influence du conflit en Ukraine. Pour un internationaliste, un juriste de droit international, on trouve ça très surprenant, je vais le dire comme ça, combien l'idée du maintien de l'intégrité territoriale est instrumentalisée, mais de façon diamétralement opposée dans les 2 conflits, celui de l'Ukraine, d'une part, et celui du Haut-Karabakh. Parce que quand on prend ce principe-là, très facilement applicable à l'égard de la région du Haut-Karabakh et à l'égard de la Crimée, mais on voit la communauté internationale le plaider, le souligner à grands traits pour justifier finalement le caractère illégitime de l'annexation, ni plus ni moins, de la Crimée dans la Grande Russie. En revanche, pour le Haut-Karabakh,
on l'ignore, voire on l'invoque en roulant les yeux, comme si c'était quelque chose qui était déconnecté de la réalité dans le conflit au Haut-Karabakh. Alors, ma question, c'est comment peut-on concilier des applications diamétralement opposées quand on souhaiterait, en tout cas c'est mon souhait profond, de garder une pertinence quant au droit international quand on aborde des situations comme le Haut-Karabakh ou la guerre en Ukraine. On va prendre peut-être 2 autres questions. Oui, pour on a- répondre. on en prend plusieurs, On va en prendre d'autres. Donc, vous, monsieur derrière, et vous ensuite, s'il vous plaît. Merci beaucoup encore au CEREON pour avoir démystifié de quoi qui est passé sous le radar. Ça a fait un bon travail. En tout cas, moi, ça m'a aidé. Je dois dire que je suis content de la question de monsieur avant moi parce que je me posais la question. En tout cas, je voyais ça de même sans connaître, sans être un juriste. Pour la question maintenant, je crois que c'est monsieur Sauvé qui a parlé d'un axe est-ouest, et d'ailleurs, vous l'avez tous parlé à partir du gazoduc. Mais je pense que M. Sauvé a aussi parlé brièvement de l'axe nord-sud. Et la question qui tue, puis le temps nous limite. Mais oui, il y a des orthodoxes dans le nord, mais au sud, si vous regardez les pays qui sont là, c'est des pays musulmans. Il inclut la Turquie qui est de l'autre côté. Et ma question, c'est, dans la nouvelle actualité qui est la Palestine, vous avez fait le lien de la guerre en Ukraine, mais c'est quoi le lien entre la Russie, la Turquie et ce qui se passe présentement en Palestine? Je m'excuse, c'est une grosse question. J'ai senti que vous vouliez l'éviter, je comprends. Alors, merci à vous trois. En gros, vous avez parlé un peu plus tôt des rapports de priorité entre certains États post-soviétiques et la Russie, avec entre autres l'Ukraine au sommet. Et c'est purement des suppositions. Mais dans un scénario où l'Azerbaïdjan prend un contrôle assez important de l'Arménie, entre autres avec le Côte d'Or, est-ce qu'on pourrait voir le rapport d'importance, ou du moins de priorité avec l'Azerbaïdjan et la Russie augmenter, avec l'augmentation forcément de son importance et de son influence avec justement cette région-là? Merci. Je peux attaquer la première question, puis je vous laisse la parole. Le grand morceau, c'est ça, c'est le Palestinien. Non, je suis désolée de vous informer, vous n'échappez pas à la politique. En fait, si vous êtes juriste, vous allez me dire, oui, il y a le principe d'intégrité territoriale, mais aussi le principe de l'autodétermination des peuples, et il n'y a pas en droit international une hiérarchie entre les deux. En décision 1986, dans l'affaire Burkina Faso contre Mali, c'est exactement le contraire. Mais bon. Mais ça revient aussi à la reconnaissance des États, la reconnaissance juridique des États. Même on a une définition de l'État qui est interprétée par les autres États, puis finalement, regardez, le Kosovo est reconnu par certains, mais par d'autres, et c'est purement des questions politiques qui relèvent de la politique et non pas du juridique qui sont en question. Et je pense que c'est exactement les différences qu'on voit où on appuie l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais on est un peu plus ambigu quant au Karabakh et au Kosovo, etc. Ça relève de la politique. C'est pour ça que nous, on a un job. Et non pas du juridique. Moi, je suis politologue, je ne suis pas juriste, et bien entendu, je comprends qu'on tire les couvertes, mais dans l'empirie, c'est ce qu'on observe. Il me semble que c'est l'interprétation du droit international qui est en jeu et non pas l'application à la lettre, à l'application du droit. C'est pour ça que je me sens comme une canette de Pepsi dans une caisse de coke. C'est bien ici, parce qu'on aborde le même objet, mais on le voit de façon tellement différente. Parce que pour nous, il ne s'agit pas de dire il faut reconnaître ou il faut déplacer la frontière ou pas. C'est pas ça qui nous intéresse, d'appliquer la loi. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que les mécanismes sur place, comment les décideurs et les sociétés, qu'est-ce qu'ils font avec ce droit-là et pourquoi ils le font. Voilà. Moi, je rajouterais juste des éléments par rapport à la question de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan.
de ce point de vue-là, en fait, la communauté internationale, quels qu'aient été les discours, en particulier par exemple de la France, qui, pour des raisons assez claires de diaspora arménienne, a X politique, la communauté internationale a toujours été assez constante, c'est-à-dire de reconnaître l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire que il y a eu plusieurs, je ne pourrais pas vous dire les dates, mais il y a eu dans les décennies du conflit, dans les 3 décennies du conflit, il y a eu plusieurs résolutions à l'ONU qui ont toutes été dans le sens d'une reconnaissance de l'intégrité territoriale des Azerbaïdjan. Et en fait, la reconnaissance d'un rattachement du Karabakh ou de l'indépendance du Karabakh n'a, dans un sens, jamais vraiment été au menu du jour. Ouais. Ou de la même manière, par exemple, que la Russie qui annexe la Crimée, ça n'a jamais vraiment fait partie des ambitions. Ni même, en fait, en Arménie, ce qui est sans doute le paradoxe par excellence, c'est-à-dire que l'Arménie n'a jamais reconnu l'indépendance du Karabakh. Ouais. Ce qui est assez particulier. On est quand même dans une stratégie. Et pourquoi elle ne l'a pas reconnu, alors que, comme le disait Magdalena, par ailleurs, l'Arménie était dirigée par des Karabakhis à partir de la fin des années 90 jusqu'en 2018. C'est parce que, justement, c'était inacceptable pour tout le monde de faire une annexion comme la Russie pourrait le faire par la suite, parce que la Russie, clairement, se sentait comme les moyens ou les épaules de supporter la pression adverse de la communauté internationale. L'Arménie, elle, n'a jamais remis en cause, en fait, la position qui a été constante de la part de la communauté internationale, qui était de reconnaître l'intégrité. Ensuite, il y a les accords, des négociations à Madrid, etc., pour quel statut on allait donner aux Arméniens, quelle autonomie, etc. Il n'y a jamais été question, en fait, d'abandonner l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Malgré la teneur, c'est vrai, médiatique, qui est plutôt favorable à l'Arménie, il reste que dans la position, ça a été assez constant. Ça, c'est un point que je voulais dire. Je vais esquiver élégamment la question, mais en répondant à moitié, je veux juste dire un élément, c'est que là, récemment, les Arméniens se sont sentis 2 fois de suite qu'on oubliait leur conflit. Ouais, parce que après, quand il y a eu, en 2020, la conquête de la moitié du Karabakh, les Arméniens scandalisés, ils veulent attirer l'attention du monde entier sur ce qui se passe chez eux, etc. Et là, paf, la guerre en Ukraine. Et là, le désespoir des Arméniens de voir que dans le contexte, évidemment, plus personne ne s'intéresse à l'Arménie. La Russie, qui fait partie de la solution pour le Karabakh, est rendue le grand méchant loup du système international. Donc, l'Arménie se trouve dépendante du pire allié qu'on peut avoir. Et donc, là, catastrophe. Et là, pour la 2e fois de suite, je me disais juste, j'ai pas vu ça chez les Arméniens, mais j'imagine, je trouve la situation est frappante. La 3e guerre du Karabakh, perdre l'entièreté du Karabakh, ça sort dans les nouvelles pendant 2 semaines, et paf, conflit israélo-palestinien sort des nouvelles complètement. Ils viennent de se faire voler l'attention médiatique pour la 2e fois en 4 ans. Et ça, je dirais que ça serait ma manière de faire un lien avec le conflit israélo-palestinien. Puis pour la question sur un rapprochement Russie-Azerbaïdjan, je dirais que le problème du rapprochement Russie-Azerbaïdjan ne vient pas de Russie. La Russie est assez, en fait, favorable à maintenir d'excellents rapports des rapports de proximité, voulus ou non, consentis ou non, avec ses voisins. Mais c'est le problème, c'est que c'est l'Azerbaïdjan qui se sent suffisamment en position de force, grâce à son signature, grâce à son aisance financière, pour garder la Russie à distance, puis se permettre de choisir d'autres alliés, etc. Et de même pas réouvrir la frontière avec la Russie depuis le COVID. Sous prétexte de COVID, ils ont fermé la frontière et ils l'ont pas rouvert. La Géorgie, qui est comme en guerre larvée avec a réouvert ses frontières, mais pas l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan n'a pas réouvert ses frontières avec la Russie, ce qui prouve qu'en fait, que c'est l'Azerbaïdjan qui tient la Russie à distance. Et pas l'inverse. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. On a dépassé un petit peu, mais c'était tellement intéressant. Si vous avez plus de questions, venez en discuter peut-être en avant avec nous, ça nous fera plaisir. Oui.